Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour terminer cette semaine. Donc, cas un peu particulier aujourd'hui, on a inversé les émissions avec les experts hier, pour les raisons que vous connaissez. Bon, il n'y avait pas d'urgence effectivement non plus, mais je préférais le faire donc dans un contexte où l'hésitation était encore dominante. Donc aujourd'hui, on voit que ça tient à peu près le coup sur ces différentes résistances, mais je préférais le faire à l'instant T parce que c'est le moment où effectivement le niveau d'indécision est le plus grand et où justement c'est là où vous verrez la différence entre ceux qui mouillent la chemise et ceux qui vont attendre que les choses se passent pour commenter derrière. Bon, ça c'est petite parenthèse. On revient aujourd'hui sur les contextes pour les intermédiaires, les genres de trucs que vous devez apprendre à repérer. Donc aujourd'hui, on va parler évidemment des Boeing, on va parler de General Electric. Je vais vous parler de Tesla aussi, on va parler de Bitcoin, tous les trucs où on est dans des structures hésitantes, d'accord, donc des structures d'hésitation dans lesquelles vous devez apprendre à dégager des gestions du risque et à tendre vers des gestions du risque un petit peu plus agressives, toujours dans l'objectif de maximiser les zones d'hésitation, de faire des rendements dans les zones d'hésitation pour pouvoir profiter derrière sereinement des tendances quand elles veulent bien émerger. J'essaie de voir si derrière j'ai pas un autre exemple. Ah oui, on avait dit Facebook, il faudra qu'on en parle. Donc si on a le tour, on va faire un petit peu tout. Si on a le temps, on fera un petit peu le tour de tout ça. Donc, le principe étant, l'hésitation, ça se traduit toujours comment? Bon, vous avez compris, c'est-à-dire un marché qui n'arrive pas à installer des tendances. C'est toujours par opposition à qu'on raisonne. Et donc, le principe, c'est que les ranges, ou la zone, enfin l'hésitation, la non-tendance, on va dire, peut se manifester sous plusieurs formes. Comme on a dit, c'est vraiment l'hésitation et l'équilibre entre les deux forces, plus ou moins un équilibre relatif, qui est en général 76%, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun biais théorique dans le marché, donc on va juste profiter de l'hésitation globale en visant donc ces ratios risque-rendement très agressifs de 76%. L'autre objectif, c'est de dire, bon, on a eu affaire à un mouvement haussier, donc on va probablement avoir affaire à une consolidation baissière. C'est-à-dire qu'en général, on retrace, on vise des niveaux de retracement, et dans ce cas-là, on fait souvent des ranges baissiers qui visent des niveaux de retracement de la tendance précédente. Si tant est qu'il y ait eu tendance déjà. Vous avez des marchés, comme on dit souvent, les marchés des devises sont dans des ranges perpétuels sur tous les gros time frames. Voilà. On n'arrive jamais à installer, ou très rarement à installer des tendances sur les devises. Bon, là on est dans le cas présent où on est sur le Bitcoin, donc très difficile de dire c'est une devise, pas une devise, qu'est-ce qu'on fait de ce truc-là, donc c'est compliqué on va dire à gérer. Donc le principe est qu'ici il faut réussir à cadrer ce truc-là. Bon, normalement quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas me dire que ça c'est une tendance, c'est juste pas possible. Donc ça effectivement on a affaire à un range, et on a affaire à des ranges plutôt baissiers, où effectivement on casse plus facilement les supports, on accélère plus fortement sous les contextes de support qu'à travers les contextes résistants. Autrement dit, ici ça résiste tout de suite, ça résiste, là on arrive à enfoncer le clou bien fort, là aussi. Normalement, dans les ranges, c'est pas une règle générale, encore une fois, toutes les règles sont transgressées à un moment donné, rien ne marche 100% du temps, mais on a tendance à avancer par chiffre pair. 2, 4, donc on met des coups de rein et on en met par nombre pair. Donc là on a mis un premier coup de rein ici, en sachant qu'en fait il y en avait un premier ici, donc ça fait 1, 2, 3 coups de rein. Et bon, là pour moi celui-là c'est les mêmes, c'est-à-dire que ça c'est l'amorce d'un risque spéculatif, ça c'est là où ça aurait pu cracher, ça n'a pas voulu, et le deuxième coup de rein pour moi il est ici. C'est la deuxième fois où en fait on accélère à travers les contextes de support. Donc, pour moi on a fait deux accélérations baissières, donc théoriquement on peut se retourner. Maintenant c'est théorique, c'est ce que je vous appelle les ranges matures. C'est-à-dire que le minimum c'est 3 bornes, et une fois qu'on arrive à la quatrième, il y a un potentiel de retournement qui arrive. Donc, ça, il faut que vous sachiez le repérer. Donc vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez commencer, à condition d'être sur des niveaux de retracement du mouvement précédent, à partir de la quatrième borne, à essayer éventuellement, de temps en temps, d'acheter les ranges matures. Alors quand c'est des ranges baissiers, d'accord, et qui font suite à des mouvements haussiers. C'est-à-dire, autrement dit, ici, comme on a fait le repli sur 61% exactement avec 2 vagues de baisse, donc un range mature, vous pouvez acheter ce Fibo 61 d'un point de vue purement spéculatif, bien entendu. C'est-à-dire que là, c'est de prendre un trade de reverse dans un objectif de range de degrés supérieur. C'est de dire, là, vous prenez un reverse en horaire, entre guillemets, mais vous le prenez dans le cadre d'une structure de consolidation 4 heures. Voilà, pour faire simple.
Alors je sais, c'est pas tout à fait simple, mais ça c'est ce qu'il faut que vous arriviez à faire le plus possible. C'est un autre travail qu'il faut faire très rapidement en tant qu'intermédiaire, c'est de très bien structurer sa pensée. Et pour ça, il y a deux habitudes que je peux vous donner et qui sont deux choses très efficaces à faire pour avancer dans ce sens-là. C'est soit d'utiliser un tableur, soit d'utiliser une feuille, un tableau, n'importe quoi, ou le noter quelque part. Mais il est important pardon, de formaliser votre pensée à ce niveau-là, c'est-à-dire de bien réussir à hiérarchiser les choses en fonction des time frames. De dire, bon ben voilà, sur le daily, par exemple, mon prochain trade, c'est ça. Ou la prochaine opportunité, elle peut se trouver là. En 4 heures, voilà où j'en suis pour l'instant. En horaire, voilà où j'en suis. Et en fait, c'est quand les choses vont s'aligner une ou deux à côté que ça va devenir assez intéressant. Autrement dit, là, ici, c'était de dire, en daily, on vient tester un Fibo 61, après un gros mouvement bien impulsif, bon, bien bullesque aussi, mais le coup de l'effondrement spéculatif, c'est jamais passé. Hein. Si on voulait s'effondrer spéculatif, on l'aurait fait avant. Donc, pas d'effondrement spéculatif, un mouvement certes excessif, donc le risque c'est qu'ici la consolidation dure plus longtemps que ça, c'est-à-dire que tout simplement on passe plus de temps avant de pouvoir repartir éventuellement. Ça, pour moi, c'est le cadre dans lequel on est aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on essaye de gagner du temps et de maintenir autant que faire se peut, des niveaux de valorisation le plus haut possible par rapport à ce qui a été fait. Mais qu'on est tout sauf prêt à repartir demain. Voilà. Donc, ça vous donne des idées et ça vous permet en fait de commencer à construire des scénarios en vue d'éventuellement pouvoir profiter d'autres tendances. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que comme je dis toujours, quand vous êtes débutant, je vous apprends à trader le range. La gestion du risque de base, la chose la plus simple à maîtriser. Et après, vous commencez à prendre un peu plus de risques en vue derrière de profiter de ces fameuses tendances. En gros, le raisonnement inverse de la pensée commune qui consiste à vous dire trend is your friend, pose ton cerveau, arrête de trader les ranges, trade les tendances et tu réussiras en trading. Encore une fois, c'est pas faux, mais c'est tout sauf 100% vrai. C'est-à-dire que faire ces stratégies-là, de pur suivi de tendance, ça rapporte peanuts, et en plus de ça, il faut arriver à le faire correctement. Et c'est pas si simple que ça, d'accord hein. Je préfère vous le dire, sinon ça se saurait. Donc, trader les tendances, c'est pas simple. Trader les ranges, c'est pas simple non plus, mais c'est plus... mais psychologiquement parlant, ça fait travailler des billets qui vous feront progresser. Donc, il vaut mieux en fait, à niveau de difficulté élevé, travailler quelque chose qui vous fera avancer, que l'inverse. En sachant, comme je vous dis, que derrière, apprendre à trader les ranges, ça vous apprend mécaniquement à mieux trader les tendances. Alors qu'apprendre à trader les tendances, ça vous apprendra jamais à trader un range. Voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là où je pense que la progression, même si elle est contre-intuitive et non évidente, est plus profitable de commencer par ce qui vous semble moins évident. Voilà. Et donc ces ranges, mais il faut toujours garder à l'esprit que l'objectif, c'est pas de s'arrêter à ça. L'objectif, c'est de commencer par ça comme une étape de départ avec des étapes intermédiaires. Il faut pas vous contenter de dire ah, super, j'ai compris le coup du trade, la troisième borne de range de feed, super, je suis trader. Non, vous commencez à rentrer dans le monde du trading. Vous commencez à piger qu'il faut des structures qui gèrent le risque, sinon c'est le chaos et c'est le pari. Et c'est plutôt de dire bah, vous tradez ce que vous voulez voir plus qu'autre chose. La seule chose qui vous empêche ça, la seule chose qui vous permet de dire je ne trade pas ce que je veux voir, c'est d'appliquer toujours les mêmes règles. Parce que si vous apprenez à tordre toutes les règles que vous avez, d'accord, c'est-à-dire vous créez une stratégie et puis derrière la stratégie vous la changez soit tous les 4 matins, voilà, dans ce cas-là au final vous la changez au gré de vos humeurs. Donc ça revient un peu au même de dire je trade ce que je veux voir. Donc il faut faire attention à ce biais personnel. C'est pour ça qu'il faut toujours un élément extérieur, qu'on appelle donc une stratégie ou des outils ou quoi que ce soit, mais un truc qui ne soit pas vous, qui ne peut pas être biaisé dans sa prise de décision. Voilà. Bon bref, ça c'était la petite intro. Donc ici sur Bitcoin, on avait bien le beau trade de range acheteur, comme je vous l'ai dit, et on pouvait l'anticiper éventuellement sur les time frames inférieurs. Maintenant, bon là, il fallait être bien accroché pour choper le reverse ici. Moi, j'avais aucun signal pour le faire, mais je vous avais dit que je surveillais cette zone. Hein. Mais moi, j'attendais un tout petit chouïa plus bas, et évidemment, on m'a remis la carotte dans l'autre sens. Bon, ça, je vous l'ai dit, c'est pas grave. En ce moment, j'ai pas trop de chance, mais c'est comme ça. Hein, la chance fait partie aussi du marché. On doit faire des choix, et par moment, bah, il y a une dizaine de choix qui vont se valider d'un coup, et puis il y a des moments où il y a tous les choix qui ne marchent pas. Et c'est un peu ce qui m'arrive en ce moment. Mais c'est pas grave, voilà. Moi, psychologiquement parlant, je sais que de toute façon, je fais ça depuis des années et que des phases comme ça, j'en ai déjà eu et je sais comment ça se termine. Ça s'arrête et puis ça repart dans l'autre sens et puis derrière, on fait des folles séries de réussites et ainsi de suite. Voilà, je suis sur des cas extrêmes.
voilà, c'est des écarts types, entre guillemets. Donc ça se normalise derrière, tout simplement. Voilà. Il faut juste être un peu patient et continuer surtout de gérer ces risques et ne surtout pas à ce moment-là se dire allez bon il faut que je change tout, voilà. Alors que c'est très tentant hein, de se dire bon c'est bon allez j'arrête ça marche plus donc je vais faire ça à la place. Alors on continue, patience, voilà c'est tout. Allez d'autres cas de figure. On a dit on va partir. Alors Facebook on le fera après. On va faire, il est où General Electric. Voilà, donc General Electric, ça y est, hein, ça pète toutes les résistances, c'est super. Donc j'en parlais pas trop dernièrement, il y en a d'ailleurs qui me l'ont fait remarquer, ils m'ont dit Phil, pourquoi tu parles pas de General Electric? Bah parce que ça se passe comme prévu. Moi je vous apprends à gérer les risques, donc en fait moi quand ça se passe comme je vous ai prévu le truc, j'ai pas besoin d'en parler. Ce scénario pour moi on l'a dit, on l'a mis en place, il y a un range, si on en sort par le haut et qu'on revient tester ses résistances, faut payer, point barre, voilà. Donc moi j'ai foutu tous les stops à BE derrière. Enfin, j'ai remonté les stops, j'ai pris mon renfort et maintenant voilà. Alors, j'ai pas pris le renfort ici, hein. Encore une fois, je prends le renfort sur une bougie de breakout. C'est-à-dire que moi, le renfort, il a été pris à la clôture ici, à 10,37 l'autre jour. Je veux une bougie qui vient breaker. Voilà. Donc là, de toute façon, il y a tendance qui commence à se mettre en place. Ça, c'est très probablement le genre de target qu'on va enfoncer. Et normalement, je pense qu'on va s'arrêter au-dessus d'une résistance, donc très probablement vers la zone des 14. Donc bah voilà, General Electric, c'était un travail long et fastidieux. Ça fait pratiquement 2 ans que je suis la valeur. Bon bah voilà, aujourd'hui, ça va produire les gains. Ça aura pris un temps fou. Il y aura eu toute une phase d'hésitation, la phase d'erreur spéculative. Voilà, là, je veux dire, c'est limite le cas d'école de ma stratégie. Il y a la phase de trading spéculatif. Ça passe pas. Hein. Là, ça aurait très bien pu se retourner. Bon, ça s'est pas retourné. Donc, phase d'erreur spéculative, reprise de la position derrière, phase et constitution du range. Bon, très long, hein. Encore une fois, là, franchement, il fallait avoir une patience de dingue. Hop, le pullback dans le range, la troisième borne de range, celle que je vous ai quand même dit à tous de pécho, donc j'espère que vous avez suivi. Vous l'avez prise, bam, c'est parti derrière. On y va cette fois. On a renversé la tendance baissière de General Electric. On vise donc théoriquement les niveaux de retracement. Dans un premier temps, 23. Je pense qu'on va le déborder sans problème vu la structure de prix actuelle. Et à terme, je pense qu'on pourra viser la zone des 38, mais pas non plus en ligne droite. Voilà. Mais je pense que si, hein. Enfin en ligne droite. Quand je dis en ligne droite, c'est vous dites pas qu'on va y être dans 3 matins, quoi. Mais là, il y a de fortes chances qu'effectivement, General Electric, ça parte pas comme ça justement, mais que voilà, avec des structures de vagues. Attendez, je ne vais pas utiliser ça, je vais garder. Voilà. Mais avec des structures de vagues, on fasse un petit truc comme ça. Voilà. À terme, je pense que c'est un peu ça qui nous arrive, de faire ça. Où, voilà, maxi, on vient taper là, on fait une phase de consolidation relativement longue, comparable à peu près à celle-là. Hein. Donc, comme vous voyez, celle-là de phase, elle a pris à peu près ce temps-là. La suivante va mettre à peu près autant de temps. Hein. Voilà. Est-ce qu'on va carrément faire le pullback sur la zone des 12? C'est possible, voilà. Ou est-ce que là, on va au contraire essayer d'accumuler au-dessus du canal avant de mettre une poussée finale pour venir chercher les objectifs? Tout ce que je sais, c'est que maintenant, quoi qu'il en soit, moi, je prends plus de risques, donc j'attends sagement que les objectifs soient atteints. Voilà. Mais ça, c'est typiquement un trade qu'on a construit ensemble. Construire le trade de reverse pour les expérimenter, ça s'est pas fait sans accroc, encore une fois, mais aujourd'hui, j'ai quand même le trade de reverse, ce qui fait que j'ai quand même chopé un joli trade derrière. Et si j'avais pas pris les risques ici, j'aurais pas pu avoir des positions avec des prix plus attractifs. Mais c'est toujours pareil, c'est pas un jeu à somme nulle, c'est un jeu à somme faible. Et pour ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent altérer le jugement. Par exemple, si vous êtes accroché à la valeur j'ai raison, je veux avoir raison, la spéculation, c'est très perturbant. Parce que pour réussir à choper un bon trade, il faut accepter de se planter 1, 2 fois, parfois un peu plus que ça. Mais c'est le jeu de la spéculation agressive. Si vous refusez ça, il ne faut pas faire de spéculation agressive, il faut dans ce cas-là pas faire de trading en reverse. Il faut vous contenter de faire range puis accumulation, ça vous permet également de profiter des tendances, mais le trade en reverse, c'est incompatible avec les gens qui veulent absolument avoir raison dans le marché. Mais encore une fois, vouloir avoir raison dans le marché, c'est un biais de débutant qu'il faut détruire, de toute façon, pour devenir un vrai bon trader. Maintenant, bon, après, il ne faut pas vous y obliger non plus. Il y a certaines personnes qui garderont certains de leurs biais, elles sont juste un peu moins performantes, mais voilà, si vous voulez progresser au plus haut niveau en trading, cette étape-là, du besoin de gagner, d'avoir raison et tout ça, ça doit disparaître, parce que c'est quelque chose qui vous freine. Voilà. Allez, on va prendre un autre cas de figure. Boeing.
Voilà, donc pareil, Boeing, la phase d'hésitation. Donc comment on la traite? On la traite avec un biais spéculatif, soit à l'achat, soit à la vente, vous faites comme vous voulez. Le principe étant de dire qu'on va toujours se positionner sur ce qui nous intéresse, d'accord? À savoir, donc en tant que vendeur, à partir de là, on peut commencer à résister face à la tendance, parce qu'elle est complètement timbrée. Et voilà, là, on a bien la constitution du range, donc ici, on peut reprendre une vente. Il faut bien que vous compreniez et que vous arriviez à voir le marché comme ça. C'est de dire, si j'ai un biais vendeur, je vais vendre là, en spéculatif, c'est-à-dire là c'est pour trader un reverse, donc on se sécurise bien sur les supports, on n'oublie pas de prendre ses gains, tout ça, tout ça. Je peux trader là dans un objectif de range, je peux trader là dans un objectif de début de tendance baissière, en disant ici on a bien plafonné, ici on va commencer à renverser la tendance et à viser les niveaux de retracement. Bon, raté, on s'est arrêté sur 38% de retracement ici. Okay, donc ici vous auriez pris un profit et puis vous vous faites dégager le reste. Voilà. Vous reprenez une nouvelle fois ici, on revend derrière. Alors là, c'est pas passé à peu de choses près, mais ici, il y avait quand même un trade. Je l'ai pris celui-là, rappelez-vous. Celui-là, il est plus emmerdant à trouver. Mais bon, pour moi, il est trouvable quand même. Hein. Mais il se trouvait probablement sur les time frames inférieurs. Ici, il n'y a qu'un TP, donc c'est vrai que celui-là, il était quand même un peu costaud. Ça rechute la dernière fois avec la publication des résultats. Bon, ben voilà, moi je veux dire, au bout d'un moment, là, ça fait combien du coup? Ça fait 2 ans, bientôt 2 ans qu'on est dans cette structure. La structure de ce range, elle est malheureusement très moche, puisque c'est ce qu'on appelle un biseau, pardon, ce qu'on appelle un diamant. Donc là, voilà, Boeing, ça, quand ça sort, normalement, si ça sort par le bas, ça va sortir longtemps. Donc, encore une fois, il faut faire très attention avec ces secteurs de croissance qui sont effectivement obligatoirement le machin du futur. Autrement dit, l'aviation, c'est fantastique. Quand ça a été secteur de croissance pendant un cycle économique, c'est rarement un cycle économique suivant aussi. Donc faites toujours attention à ça. Rarement ne veut pas dire jamais. Hein. Mais bon, par principe, moi, quand je vois ça, je me dis, oh bordel de merde. Bon, donc là, très probablement, ce qui est à venir dans les prochaines années, c'est plutôt un truc comme ça. Voilà. C'est de dire, on va rester là pendant un bon moment, puisque ça, c'est, et encore une fois, ça, c'est si le secteur n'est pas disruptif, c'est-à-dire si on ne trouve pas une alternative à l'aviation. Et ça, il faut faire encore une fois très attention. Il suffit que l'autre machin arrive à nous sortir ses Hyperloop ou je ne sais pas quoi. Mais n'importe quelle rupture technologique qui interviendra sur le transport de masse à longue distance peut tuer le système de l'aviation très vite. Et derrière, c'est General Electric, tout simplement. À l'époque, c'était la révolution des produits industriels, tout ça, c'était fantastique. General Electric, c'était l'avenir. Bon, bah voilà, aujourd'hui, General Electric, il galère déjà à boucler les fins de mois, pour faire simple. Hein. Mais bon, voilà. Donc faites toujours attention avec ces choses-là. C'est une capacité humaine folle d'arriver à toujours s'imaginer que quelque chose qui a déjà produit sa hausse de valorisation va continuer de le faire. Alors que très probablement, un truc comme ça va digérer pendant plusieurs années. Autrement dit, il n'y a pratiquement plus de profit à faire sur ces valeurs-là. Plus de profit ne veut pas dire qu'il faut les vendre à découvert, ad vitam aeternam. Veut juste dire qu'il n'y a pas de hausse de valeur à faire, en tout cas pas sur ces zones de prix, mais que par contre, ça peut s'acheter sans problème vers la zone des 200 dollars. Voilà. C'est ce que ça vaut. Et une fois qu'on sera à 200 dollars, si on y va, il ne faudra pas viser la hausse à 2000, 2500 dollars. Il faudra se dire que la partie a été jouée, que ceux qui en ont profité sont ceux qui ont anticipé la hausse brutale des flux d'aviation dans le monde entier. Voilà. Et la hausse de la demande en aéronautique, parce que c'est plus nécessairement que l'aviation. Voilà. Mais il faut faire attention à ça. Pour moi, les hausses de valorisation, elles sont faites et elles ne justifieront pas de nouvelles hausses avant plusieurs années. Voilà. Pour Boeing. Donc on traite un range que moi je traite évidemment en reverse, mais je comprends tout à fait les gens qui ont le biais opposé et qui, eux, vont essayer de soutenir les supports en disant Boeing, il y a encore de l'argent à faire dessus, donc j'achète là, j'achète les bas de range. Voilà. C'est encore une fois, il y a à bouffer pour tout le monde. Il suffit juste soit de n'avoir aucun biais et de se dire je prends tout. Dans ce cas-là, je fais ça, ça, ça. Alors là, il n'y a pas de vente, mais dans ce cas, ça veut dire je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète, j'achète, et voilà. Bon, ben, moi, vous pouvez faire comme ça, encore une fois. Moi, je pense que psychologiquement parlant, c'est extrêmement difficile de traiter ça. Il y a des gens qui sont capables de le faire. En tout cas, moi, j'ai du mal, donc je ne le fais pas. Voilà. J'évite de me mélanger dans tous les sens, sinon je perds un peu le fil de ce que je fais. Je préfère trader plusieurs actifs dans des sens différents que de me dire dans celui-là il faut que j'achète, puis dans 2 mois il va falloir que je revende, puis je rachète, puis je revends, puis je machin. Mais c'est personnel. Facebook, même chose.
Ça range, hein. Encore une fois, si vous appelez ça des tendances, ça ne va pas. Donc on range à la suite de tendances haussières. Donc la probabilité la plus forte, on ne sait jamais, c'est d'installer des ranges baissiers, c'est-à-dire de maintenir les résistances et de casser les supports. Donc si vous vous dites Facebook, on en a fini avec les supports à 120 et ça tient, non, ici c'est probablement une zone où les acheteurs soutiennent les valos, d'accord, mais ils n'arriveront pas, probablement pas, à franchir les résistances. Donc normalement, mouvement baissier à revenir derrière. Donc vous cherchez tous les replis de range et compagnie qui vous permettent de vous projeter vers ces mouvements vendeurs. Puisque théoriquement ici, il y a plus d'argent à faire à la vente qu'à l'achat. En tout cas, pour une période donnée de latéralisation. Et là, c'est la même chose. Quand vous avez ça, c'est l'ère du réseau social, c'est le mouvement de croissance, c'est la big data, c'est le machin. Et on se dit quoi? On prend la chose qui fonctionne et on la projette de manière dystopiste. C'est ce qu'on fait toujours. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Demain, on va avoir un réseau social toujours plus impactant, toujours plus invasif, qui vous récoltera toujours plus de données. Et c'est donc le business model de demain, là où il faut faire de l'argent. Mais putain, réfléchissez, nom de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Donc, alors soit c'est moi qui ai complètement tort, soit tout simplement, c'est encore une fois qu'on est dans des paradigmes et des psychologies stupides de fin de cycle, à savoir, on a déjà pris les bénéfices, mais les gens s'imaginent qu'il y en a encore tout plein à arriver. C'est généralement la phase de range. C'est ce qui justifie aussi le fait de soutenir les supports. Qu'on soit d'accord, quand je vous dis que ça va probablement finir vers des 80 $, j'ai jamais dit qu'on irait en ligne droite. Et je comprends que des acheteurs soutiennent ces valorisations. Maintenant, ce qui me fait halluciner, c'est la raison pour laquelle ça se fait. Voilà. Maintenant, bon, ça, c'est pas très grave, c'est des jugements personnels. Mais donc voilà, ces valeurs-là, c'est typiquement le genre de truc sur lesquels vous devez apprendre à taper. J'ai pas dit ici qu'on allait faire des tendances baissières, j'ai juste dit qu'on allait consolider des tendances haussières, consolider le cycle boursier haussier qu'on vient de faire. Voilà. Et pour l'instant, on essaye de faire rouler l'argent, on va dire, de façon intelligente pour que tout le monde ne se pète pas la gueule en même temps. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter d'avoir des corrélations baissières entre des secteurs. Et on fait baisser un secteur pendant un moment, puis on en fait baisser un autre, puis on fait bien monter celui-là pendant ce temps-là pour essayer de compenser, pour que les indices, eux, n'aient pas l'air trop baissiers. Mais, quoi qu'il en soit, il y a un moment où les planètes vont s'aligner. C'est-à-dire que quand on va comprendre qu'il n'y a plus de profit à faire nulle part, quand toutes les valeurs vont avoir fait ces pics baissiers et ces replis sans franchir les résistances, on va avoir un gros problème. Alors il y a toujours un peu d'espoir parce qu'il y en a comme celle-là qui arrivent à le faire, mais encore une fois, est-ce que vous pensez que ça c'est une tendance? Réfléchissez une seconde, nom de Dieu. On a affaire ici à des ranges, simplement ce sont des ranges ici qui ne vont pas se faire à la vente, mais qui vont se faire à l'achat, c'est-à-dire des ranges acheteurs. C'est tout simplement ici les pressions acheteuses sont tellement fortes qu'elle pousse les prix plus haut. Mais vous croyez qu'on ne va pas faire ça derrière sur Apple? Évidemment que si, on va faire ça. Et ça, c'est un strict minimum. J'ai dit, si derrière sa cartouche, on fera juste la même chose, mais ça aurait été la partie piège à gland. Et faites très attention, encore une fois, avec ces valeurs. Le contexte actuel, c'est un range. Et c'est un range partout, sur tous les actifs mondiaux, sur toutes les bourses. Et il n'y a qu'à Wall Street qu'on s'imagine qu'il n'y a pas de rêve, et qu'il n'y a pas de range et qu'il y a du rêve. Faites encore une fois très attention. C'est typique d'un marché de range. Donc, traitez ces ranges, apprenez à en profiter et dites-vous surtout qu'il ne faut pas chercher à en installer des tendances baissières. En tout cas, pas sur les UT hebdomadaires. On va avoir des phases de tendances baissières en hebdomadaire, des cycles baissiers hebdomadaires qui auront probablement et qui vont probablement déclencher des tendances daily et 4 heures, tendances baissières. Mais il ne faudra jamais, quoi qu'il arrive, se mettre à imaginer des tendances baissières hebdomadaires. Ça n'arrivera jamais. On va avoir des cycles baissiers hebdomadaires, je pense qu'ils vont être beaucoup plus brutaux que les précédents, c'est-à-dire beaucoup plus rapides et profonds en termes de retracement, mais je ne pense clairement pas que derrière, on aille vers des tendances baissières, des cassures baissières et des trucs comme ça. On replie vers des niveaux de support, des prix attractifs et point à la ligne. Il y a des valos où ça ne se passe pas comme prévu, comme Apple, où je vous dis théoriquement on aurait dû s'arrêter là sur Apple. C'est ça en fait la théorie. La théorie la plus probable sur Apple, c'était de faire un truc comme ça. Et de mourir derrière pendant plusieurs années, voilà, tout simplement parce que on a trouvé les plafonds de profitabilité de ces entreprises. Elles ne peuvent plus innover dans le secteur dans lequel elles sont leaders, enfin en tout cas parmi les leaders. Donc qu'est-ce qu'elles font? Eh bien tout simplement, elles essayent de maintenir leur marge le plus possible. C'est tout ça. Le problème, c'est que la compétition est rude. Et c'est ça le problème, je vous dis, c'est que on continue ad vitam aeternam de projeter des choses qui n'ont aucun sens. Tout simplement parce que ça n'a aucun sens ni économique, ni financier, mais par contre, ça a un sens graphique. Et ça, il y a des gens qui pensent par le graphique. Et c'est très dangereux, encore une fois,
parce qu'on ne fait pas ça à moyen terme. Il y en a qui comprendront jamais ça, mais voilà, en ce moment, vous avez des gens qui se contentent, en termes de réflexion, de dire, voilà, je prends le S&P 500, on franchit des résistances, donc c'est haussier, point barre. Waouh, enfin bon, c'est quand même grave, surtout quand ces mecs-là sont à des postes où ils ont accès à de la visibilité, c'est-à-dire des analystes ou des trucs comme ça, ou des mecs qui vont passer sur des chaînes d'information financière, qui n'ont apparemment rien compris à la gestion du risque. C'est-à-dire qu'encore une fois, chaque marché concerne son propre risque, c'est-à-dire qu'il faut encore comprendre le marché auquel tu parles. Celui qui fait de l'analyse graphique hebdomadaire et qui ne fait que ça sur des indices, oula, bon courage. Tout le monde sait que si tu fais ça à moyen terme, de toute façon, il faut prendre en compte la macroéconomie, le cycle économique, des trucs comme ça. Ça, c'est obligatoire. Tout comme je vous dis, si vous allez faire du scalping, vous avez obligation formelle d'apprendre ce que c'est que le carnet d'ordre et d'avoir des fonctionnements et des méthodologies de carnet d'ordre, parce que les forces qui s'appliquent à ce niveau-là ne sont pas que des forces techniques. Il y a des forces techniques et il y a des forces de flux qu'il faut apprendre à comprendre, à maîtriser et à prendre en compte dans la gestion du risque. Sinon, tout simplement, vous ne faites pas de gestion du risque. Vous faites une gestion du risque plus que partielle, puisque vous oubliez la moitié de l'information qui est tout aussi importante que la partie technique. Et comprenez bien que les deux doivent être joints. En scalping, c'est pas j'apprends l'order book et je m'en bats les couilles d'une stratégie technique, ça sert à rien. C'est bien les deux. C'est de dire que la stratégie technique ne suffit plus à court terme, il faut y adosser obligatoirement une lecture des flux. Si vous faites la même chose à moyen terme, c'est-à-dire dès que vous dépassez le daily, que vous commencez à regarder des graphes hebdo, c'est pas possible de regarder que la partie technique. Il faut aussi, à ce niveau-là, vous sortir les doigts du cul et apprendre un peu les mécanismes macroéconomiques. Pas besoin de comprendre l'économie, c'est un truc qui n'existe, c'est un truc que vous comprendrez jamais, l'économie, mais de comprendre des schémas dans l'économie. Voilà. Et c'est bien de dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ça correspond à un seul contexte, le range. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde voit des tendances. Enfin, pas tout le monde, je dis tout le monde, c'est un abus de langage, mais certaines personnes y voient des tendances parce qu'il y a des signaux techniques de tendance dans des contextes de range. Super, ça veut juste dire que c'est des ranges particuliers. Autrement dit, ici, pour moi, je maintiens, Wall Street, c'est le range volatile, c'est le piège à gland, ou peut-être que ce sera le diamant, on n'en sait rien. Peut-être que je vous dis, Wall Street, on va revenir là, et on tiendra les supports sur la première zone où je vous ai dit de faire attention. Et peut-être que Wall Street, c'est ça la suite. Si on fait ça, c'est gros diamant à Wall Street. Et derrière, on verra bien, soit c'est la fin de l'ère américaine, et là on aura une conso bien plus longue, parce que là derrière on ne s'arrêtera pas à 1008 si on fait un diamant. Mais encore une fois, ça ce sont des structures de renversement de tendance. Donc ça peut correspondre qu'à une chose en macroéconomie, c'est la décroissance. Alors il y a des gens qui parient là-dessus, qui disent que de toute façon on s'est fini, la croissance n'existera plus, tout ça, mais qui commencent déjà à anticiper la décroissance. Faites attention, là on a au mieux pour l'instant un ralentissement de la croissance. Avant de transformer ça en décroissance, il faut quand même, voilà, enfin, moi, spéculer c'est mon job, mais il y a une limite à la spéculation, on ne spécule pas 20 coups en avance. Donc je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de spéculer tout de suite sur une tendance baissière de la bourse, des indices, des masses monétaires, des trucs comme ça. Enfin, c'est un peu loin pour moi dans le temps, et c'est un peu radical comme objectif. Donc, je préfère pour l'instant dire neutralisation des tendances, ralentissement de la croissance, et on voit où ça nous mène, et peut-être que dans 2-3 ans, on aura des informations bien plus fixées par rapport à est-ce que simplement c'était un ralentissement avant un retour de croissance, parce qu'on aura trouvé des nouvelles ruptures technologiques qui permettront. Je vous donne un truc comme ça, encore une fois, il y a beaucoup de gens, je vous donne une piste de réflexion, tout simplement. Vous en faites ce que vous voulez après, mais il suffit qu'il y ait une rupture technologique de création d'énergie, tout simplement trouver une nouvelle source d'énergie qui ne sera nécessairement pas meilleure à long terme, on soit bien d'accord. En général, au début, on vend ça comme la révolution, puis au final, on en fait de la merde, comme toutes les productions d'électricité ou toutes les productions d'énergie qu'on a eues dans le passé. Mais la simple rupture va amener une croissance. C'est de dire, à partir du moment où on trouve un nouveau secteur, ça va créer tout un tas de débouchés, de produits dérivés, de machins, de bidules. Donc, je vous donne juste ça comme ça. Imaginons que dans 2 ans, on trouve une rupture technologique qui permet d'accéder à plus de ressources naturelles, enfin de ressources énergétiques, et de préférence donc moins énergivores que celles qu'on connaît. Voilà. Je dis un truc fou, admettons qu'on arrive à faire marcher la fusion.
Imaginez le truc, enfin, ça va nous permettre d'accéder à des quantités d'énergie bien plus supérieures à celles qu'on a aujourd'hui, alors avec tous les effets néfastes que ça aura sur l'environnement, bien entendu, mais hormis ça, voilà, je vous donne juste cette piste de réflexion. Là, votre décroissance, vous la mettez où je pense, on va repartir toute balle, et voilà. Alors avec les déconvenus qui iront avec, c'est jamais tout blanc ni tout noir. Mais je vous donne juste des pistes de réflexion. N'imaginez jamais que ça doit se passer d'une certaine façon. Si vous vous dites la nature, elle nous régule, nous machins, on va forcément vers la décroissance, ça c'est le discours des collapsologues, et faites attention, c'est un extrême. Tout comme l'autre extrême des gens qui vous disent que quoi qu'il arrive, la rupture technologique va arriver, elle va recréer une croissance folle, et ainsi de suite. Voilà. Ne croyez jamais ces trucs-là. Quoi qu'il arrive, c'est toujours extrême. Essayez toujours, quand vous essayez de réfléchir sur quelque chose, de chercher les extrêmes d'abord. C'est-à-dire, essayez de pousser les raisonnements à leur paroxysme et de voir qui parle sur ces trucs-là. Moi, je regarde les collapsologues, je trouve ça très intéressant, mais c'est extrême comme raisonnement. Je regarde de la même façon des mecs comme Laurent Alexandre, des trucs comme ça, qui sont des extrêmes dans la bêtise opposée. Et la réalité, c'est toujours un peu un truc entre les deux. Donc voilà, est-ce que demain on va avoir un monde plein de nanites dans le corps qui vont te réparer, te rendre immortel et tout ça? Mais non, probablement pas. Euh, Est-ce que demain on va avoir un monde effondré parce qu'on a fait les cons pendant 100 ans? Non plus, probablement pas. Est-ce qu'on va avoir un truc entre les deux? Oui, voilà, c'est probablement ça la réalité. Donc faites attention avec ces discours-là. Ok? Allez, sur ce, donc on terminera la semaine là-dessus. J'essaie de voir si j'ai pas oublié un truc dont je voulais vous parler. Attendez, donc on avait dit Facebook, on l'a fait. On avait dit Boeing, voilà. Bref, en gros, je résume parce que là, du coup, je me suis encore un peu perdu sur des thématiques qui me tiennent à cœur, ça vous l'avez compris. Mais dans la partie technique, pour résumer un peu le truc que j'essaie de vous transmettre aujourd'hui, comprenez que les ranges, les structures dans lesquelles on est actuellement, c'est très difficile de structurer. Mais vous voyez que parmi ces structures, il y a des structures naturelles qui émergent le plus. Ces structures de consolidation baissière. Alors, il y a des structures un peu folles, comme on l'a vu ici, c'est-à-dire que c'est ça le truc le plus difficile avec le marché actuellement, c'est que c'est le range. Donc c'est la structure la plus difficile à percevoir, mais un range hebdomadaire, c'est-à-dire un range basé sur la macro. La macro, elle est ni blanche ni noire, c'est juste qu'elle est très grise pour l'instant et que le marché, lui, il voit tout blanc. Donc c'est un peu dangereux effectivement de jouer ce jeu-là. Mais rassurez-vous, on est toujours dans des ranges. J'ai pas du tout l'impression que Wall Street soit haussier. Alors le risque, c'est qu'il n'y ait pas de range, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'hésitation et qu'il y ait une bulle. Je pense que ce risque est existant, mais négligeable. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça, que ça va monter. S'ils se trompent, ils vont perdre beaucoup d'argent, parce qu'ils vont acheter le haut du range. Faut qu'on soit clair. Donc, pour ma part, un peu de patience. C'est pas parce qu'on franchit ça, là, regardez, vous tracez l'oblique, déjà pour l'instant, on tient à peine la clôture hebdomadaire précédente. Il suffit que celle-là, on la tienne, mais que la prochaine, on foute une grosse morning star, une grosse evening star, et c'est terminé les rêves de hausse à Wall Street. Donc, toujours pareil, attention, parce que sur les bornes de range, dans ce type de structure, quand ça reverse, ça ne fait pas semblant. Là, la dernière fois, on a collé une grosse rouge pour ce reverse. Celle-là, elle sera encore plus grosse. Hein. Donc attention, moi je vous dis, on peut très bien, là, en une semaine, se retrouver à 2008. Et ça va péter des slips. Hein. Et derrière, tout le monde va comprendre ce qui va se passer derrière, c'est-à-dire un peu la réplique de ça. Hein. En fait, je vous l'avais déjà dit, utilisez cette fonction sur TradingView. À ma mémoire, il n'y a aucune autre plateforme qui propose ça. Vous faites des copier-coller. Ça vous donne et ça vous permet de rationaliser des choses. Voilà. Alors, hop, n'oubliez pas qu'on peut s'arrêter là. Hein. Cette zone technique, elle est très très importante. Mais voilà, dites-vous que soit on fait un truc comme ça, voilà, tac, et on s'arrête là, et on essaie de construire éventuellement ce diamant à terme, qui reste une structure d'hésitation, hein, on soit bien d'accord. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je cherche à cadrer un range. C'est la chose la plus difficile à faire. C'est la raison pour laquelle je me fais aussi démonter, parce que ce range-là, il est impossible à cadrer. Impossible. Mais est-ce que pour autant, je dois changer ma stratégie en disant j'ai tort, j'ai cherché la borne haute d'un range et je me fais casser les dents? Je pense sincèrement que ça, c'est le raisonnement le plus stupide qui puisse exister. Il n'y a rien de pire que ça. Moi, je pense que j'ai 100% raison, en tout cas pas 100%, il y a une probabilité, comme je vous dis, qu'il y ait une bulle spéculative qui émerge, mais j'y crois pas une seule seconde. Je pense par contre qu'on est dans des ranges extrêmement piégeux, et que se faire piéger dans ces ranges-là, c'est normal. Mais que ça ne doit pas changer pour autant la stratégie globale.
Voilà. Rappelez-vous, Wall Street, il m'avait déjà pété les couilles en 2018 à essayer, parce que j'avais essayé de vendre ici, évidemment, c'était pas passé, donc il m'avait pété des stops, puis j'avais revendu là, j'avais récupéré mes gains, j'ai revendu là, ils m'ont pété les stops, je revends là, et ça va passer. Voilà, quoi qu'il arrive, je suis bénéficiaire à Wall Street. Alors pas de beaucoup, parce qu'évidemment, à chaque fois, ils me pètent des gros drawdowns, ces salauds, mais je suis quand même largement profitable à Wall Street. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc comprenez ça, quoi qu'il arrive, si vous arrivez à faire un peu d'argent dans les ranges avec des structures pareilles, waouh, bah déjà quand même bravo. Si vous avez perdu un peu d'argent sur ces structures-là, malheureusement c'est pas grave, mais par contre vous aurez appris beaucoup de choses. Perdre de l'argent ici dans des structures comme ça, qu'elles ce soit les diamants, que ce soit les biseaux d'élargissement, les trucs comme ça, ce sont des structures de range atypiques. Elles sont rares, ce qui fait qu'évidemment ça fait partie de ce que j'appelle souvent les erreurs statistiques. J'ai pas commis d'erreur d'application de la stratégie, aucune. Les seules erreurs que j'ai commises, c'est un petit peu trop d'agressivité parfois. Et ça m'a valu de perdre des gains. C'est tout. Voilà. À partir de ce constat-là, j'espère que vous commencez à comprendre comment les ranges doivent être travaillés. Toujours avec la même méthode. Cette méthode, de toute façon, est basée sur un fond de chaos relativement imprévisible qui fait que vous prenez des gestions du risque pour accepter une certaine partie de ce chaos. Il y a des formes de chaos que vous ne pourrez de toute façon jamais contrôler. Elles vous piqueront des stop-loss et ces trucs-là. Il faut apprendre à laisser aller dans les ranges. C'est ça qu'il faut vraiment que vous appreniez. Il y a des structures que vous ne pourrez pas prévoir. Je prends le cas d'Apple, hein, comme je l'ai dit. Le cas d'Apple, c'est la même chose. Ici, si vous ne vendez pas, il y a un problème. Vous êtes obligé de vendre ici et vous êtes obligé de vous faire péter un stop-loss par là. Et quand vous prenez le stop-loss, vous vous dites, ok, bon, bah, est-ce que j'ai réellement affaire à une tendance? Bah non, on voit bien que la tendance, elle était là, elle est finie la tendance. Ça, c'est une fin de tendance. Mais il y a plusieurs façons de ranger dans le marché. Elliott Wave vous donne des règles de base, et je vous les ai simplifiées encore une fois. Pour moi, les structures de range les plus classiques, c'est 50% de chance, on fait ça. Alors, on va dire 40, c'est plutôt 40. D'accord? Alors, attendez, on va faire... Donc, la plupart du temps, donc suite d'un mouvement haussier, hein, d'accord. La plus probable, c'est celle-là, c'est le grand classique, hein, le ABC, appelez ça comme vous voulez, le zigzag, le truc bidule. Ok, vous avez après la structure triangle, d'accord, en termes de probabilité. Pardon. Vous avez quoi comme structure? Alors voilà, bah, le running flat, là, c'est-à-dire on arrive, ok, on fait l'excès final ici, on consolide, on va plus haut et on repart. D'accord? Mais la structure, elle se fait comme ça. C'est-à-dire, le range démarre ici et il s'arrête là. Et entre-temps, on a cassé la résistance et on a tenu un support plus élevé. La dernière solution, c'est celle-là. Pareil, on finit la tendance ici. On fait ça, on casse la résistance, généralement 127-138%, je vous l'ai déjà dit. Et le range derrière se finit plus bas. Alors attention, on démarre plus bas aussi, hein, on est bien d'accord. Mais c'est de dire, le range se termine comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est la structure la pire de toutes. Parce que celle-là, effectivement, ça se termine là, on vous fait croire que ça va plus haut, et au final, on va plus bas. Ça, c'est le truc qui piège absolument tout le monde. C'est ce que je pense qui a le plus de chances de se produire sur la fameuse Apple. Si évidemment, elle se fait dézinguer, hein, c'est-à-dire que si Apple, elle perd vraiment beaucoup de profit dans les prochaines années, qu'elle a bouffé toute sa trésorerie à racheter des actions et compagnie, ben voilà, c'est clairement là qu'on ira finir. C'est-à-dire qu'on ira casser le support, et on ira probablement essayer de casser celui-là aussi. En tout cas, de faire une pichenette sous les 100$. Il faudra acheter ici, encore une fois, ce sera la fin de la structure de range. Là, aujourd'hui, les excès finaux, ils ont été faits ici. D'accord? C'est là la fin de la tendance sur Apple. Ça, c'est la première vague du range. Ça, c'est probablement la deuxième. Et elle va probablement s'arrêter dans les prochaines semaines sur 250, 260, enfin 260, 270. J'en sais rien, encore une fois. Il y a le risque de la bulle et ça s'envole et tout ça. Mais je vous parie ce que vous voulez. Moi, en tout cas, je vous l'ai dit, je vais shorter Apple dans cette zone. Hein. Je n'ai aucun doute, je vais le faire. Donc je vais revendre Apple et je vais viser soit cette zone-là, TP1, soit carrément l'avalement baissier où on casse tout le merdier et on va chercher plus bas qu'ici. Je vous donne les chiffres, vous les connaissez, c'est des chiffres Elliott Wave. Je vous ai dit, après toutes les autres structures de range d'Elliott Wave, vous ne cherchez pas les WXY machin, là, tout ça, on s'en bat les couilles. Enfin, on s'en bat les couilles. C'est trop complexe et vous ne pouvez pas tirer de gestion du risque là-dedans. Donc c'est pas intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Bon, je vais nettoyer un peu les graphiques. Voilà, moi je voudrais réussir à attraper ça. Voilà. Donc normalement, quand on aura trouvé la résistance ici, si on fait une vague étendue, c'est 161 mini. Donc ça veut dire ça nous amènerait par là vers 116$ sur Apple. Donc cassure de ce support-là, ici ce sera évidemment l'enfer et compagnie. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait,
apprenez la psychologie et regardez si ça correspond à ce que vous voyez maintenant. Ici, c'est la phase euphorie, doute sur le fait qu'en fait, on risque de s'envoler, quoi. Il n'y a pas de vendeurs, donc c'est la disparition des vendeurs ici. Là, ici, ça va être l'extrême opposé. Ça va être de dire, putain, mais où sont les acheteurs sur Apple? Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'au final, ici, c'est la zone de valeur, c'est-à-dire la valeur réelle de l'entreprise. Ça, ce sera des excès baissiers. Là, on est en train de faire des excès haussiers. Voilà, c'est juste ça. Juste comme ça. C'est des excès dans les ranges. Ce sont des structures un peu excessives. Voilà. Sinon, ça veut dire, c'est bon, au final, on va consolider, effectivement, il n'y a peut-être pas trop de profit, on va ranger, mais c'est quand même une société ultra profitable, et dans ce cas-là, en fait, vous prenez ce carré-là, vous le remontez ici, et vous vous dites, cette zone-là, on n'y viendra pas. Et dans ce cas-là, on fera juste ça, et on repart derrière. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je m'en fous, en fait, de la réponse. La seule chose qui m'intéresse, ça va être de me positionner là-dedans, avec ma gestion du risque, et après, ici, c'est récupérer des gains, ça me va très bien. Les récupérer soit là, voilà. Ou probablement les deux, hein. Ne formalisez pas les ranges, utilisez des méthodes dans les ranges. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne cherche pas à savoir ce qui va se passer. On se dit juste, ici je ne sais pas, mais je dois y aller. Ça ne marche pas, bah, c'est pas grave. Ici je vais essayer. Si j'ai des signaux, je vais y aller. Voilà. Et ce qui va se passer derrière, je m'en fous. Ça se trouve, le marché m'invalidera et ce sera une bulle. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que j'aurais fait 2 erreurs dans un schéma de range, qui n'en aura même pas été un au final. Voilà, il y a toujours le risque de la bulle. Bah, c'est pas grave, 2 erreurs dans une stratégie de trading, c'est pas grave. Je me plante peut-être sur Apple et si ça se trouve, ça passera sur Facebook et ainsi de suite. Donc, c'est jamais d'essayer de formaliser toutes vos attentes sur un actif. Si vous faites ça, c'est mal barré. Ça veut dire que vous êtes en train de devenir émotionnel avec l'actif que vous tradez et ça découle souvent des choses très mauvaises derrière. Allez, sur ce, je vous souhaite donc un agréable week-end. Je regarde une dernière fois si j'ai pas oublié quelque chose. A priori, non. A priori, non. Voilà. Surveillez quand même vos clôtures hebdomadaires pour pour les expérimentés là, qui ont pris les reverse sur les indices. N'oubliez pas qu'il faut qu'on fasse nos gestions du risque. Peut-être aujourd'hui si on a de la chance, sinon la semaine prochaine, bien entendu, avec le risque over week que ça comporte. Mais moi personnellement, je prends ce risque dans la gestion du risque que je vous ai déjà donné. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end.